Après ce temps d'échange, le temps est venu de l'inspiration. Allons voir ce qu'il se passe dans les territoires normands. Nous allons faire des focus très rapides sur des expériences qui ont lieu ici ou là, avec une ambition, partager avec vous les raisons de chacun des partenariats que nous allons évoquer, les bénéfices rendus par ces initiatives et les leviers de la réussite de ces différentes actions. Alors, j'invite à rejoindre l'estrade Frédéric Payet, directeur interrégional Bretagne-Normandie de l'EPNAC. Frédéric Payet. Ah, très bien. Jackie Blot de l'ADAPT. C'est vous, Jackie ? Très bien, parfait. Serge Appelé de la mission locale d'Évreux. Oui. Serge Appelé. Très bien. Fabienne Provost, directrice adjointe de la MDPH de l'Eure. Eva Fichot, directrice adjointe du GEIQ Emploi et Handicap de Normandie. Marie Langlois, pareil, du GEC Propreté Normandie, responsable communication et projet. Là, pareil, 2 groupes d'invités pour évoquer les différentes initiatives. Alors, je veux bien que vous vous mettiez 2 par 2 voilà. Parce que déjà que tout à l'heure, j'avais du mal à me retrouver dans les noms. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation de cette journée. Je vais commencer avec vous, ensuite ça ira vers vous. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Frédéric Payet et Jackie Blot, puisque vous avez mené une initiative ensemble. Qui veut commencer à m'en parler ? On va parler des... alors déjà, présenter Centre de réadaptation, notamment. Alors vous, c'est l'ADAPT. Oui, alors donc Jackie Blot, directeur du pôle inclusion professionnelle à l'ADAPT Normandie. Donc, pour parler d'une opération qui est en cours, qui est pour l'instant pas finalisée, qui est en lien d'ailleurs avec Frédéric Payet, directeur de l'EPNAC pour la Normandie et la Bretagne, d'ailleurs. Voilà, donc la genèse de cette opération et de cette action, ça commence par une histoire simple, et parfois les histoires simples débouchent sur une certaine complexité à mettre en place. En 2007, en fait, le CRP de l'ADAPT, la partie site qualifiant, s'installe dans les locaux de l'AFPA à Caen. Et il se trouve 2 ans plus tard que nous sommes interpellés par une personne qui souhaite faire une formation dans une formation que nous ne disposons pas, mais que l'AFPA dispense. Inversement, l'AFPA se retrouve avec des personnes en situation de handicap au sein de leur formation, mais ils n'ont pas les outils pour compenser la notion de handicap. Du coup, partenariat qui se met en place de manière tout à fait expérientielle et naturellement, je vais dire, et qui est finalisé par une première convention entre l'AFPA et l'ADAPT. Puis, globalement, en 2012, l'AFPA élargit cette convention à l'ensemble des sites AFPA du Calvados, et puis même de la Manche et de l'Orne. Et puis, voilà, en 2016, la région élargit également cette possibilité de faire en sorte qu'une personne puisse suivre une formation quelle qu'elle soit, et quel que soit son handicap. Entre-temps, donc, ce type de formation a reçu un label qu'on a inventé qui s'appelle Parcours Croisé. Et ces parcours croisés bénéficient déjà dès 2012 d'une orientation de la MDPH. Sur le 14 d'abord, 50 et 61 ensuite. Voilà, au fur et à mesure des années, une bonne trentaine de suivis et d'accompagnement, avec 98% de taux de réussite au diplôme ou aux certifications professionnelles et 65% de réussite en insertion professionnelle après diplôme. Voilà, ce qui est une expérience relativement courte mais suffisamment probante pour faire en sorte que à la fois la région qui soutient fortement le projet et l'Agence régionale de santé commencent à s'intéresser fortement à cette expérience. Oui, alors j'aimerais avoir votre regard à vous, Frédéric Payet, sur justement, là aussi, la naissance et la mise en œuvre de ce partenariat. Avant tout, donc, l'EPNAC et l'ADAPT sont les 2 acteurs de la réadaptation professionnelle en Normandie.
Donc la réadaptation professionnelle, c'est quoi? Ce sont des établissements spécialisés qui ont en leur sein des unités formation avec donc des équipes spécialisées qui accompagnent donc les personnes reconnues travailleurs handicapés dans leur parcours d'insertion professionnelle, donc jusqu'à l'emploi. Historiquement, ces deux acteurs ont des habitudes de travail ensemble, puisque la réadaptation professionnelle va de l'orientation jusqu'à la qualification, donc et l'accès à l'emploi. Ne serait-ce que dans le suivi du parcours, il y avait déjà des habitudes de travail. Et avec donc l'expérimentation des parcours croisés, et impulsé, et ça je souhaite le souligner, puisque pour être sur une autre région, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette impulsion politique, donc fortement impulsée par l'ARS Normandie et la région Normandie, y compris les autres acteurs d'ailleurs de l'insertion professionnelle, le SPE, la GFIP, le FIP. Donc nous sommes lancés un défi de généraliser donc le dispositif, donc, qui s'appelle aujourd'hui le dispositif formation accompagnée et qui constitue, dans cette généralisation, un véritable défi en termes de transformation d'activité, puisque aujourd'hui encore, à part l'expérimentation qui avait été menée par l'ADAP, on est encore sur une vision très institutionnelle de notre structure, avec donc des unités de formation donc, au sein de nos différents sites. Donc une véritable envie de positionner en tant qu'opérateur de ces dispositifs de formation accompagnés. Jacques Iblo, vous avez évoqué quelques chiffres, mais en termes aussi d'impact, parce que ça a été dit aussi ce matin par Serge Ebersold, je crois, il faut un service rendu, un bénéfice rendu pour les personnes, mais aussi pour les structures qui s'impliquent autour de ces partenariats. Qu'est-ce que vous y avez gagné ? En termes d'impact, en tout cas pour les personnes qui en ont bénéficié, c'est évidemment majeur. Nous, ça a été aussi l'occasion de rencontrer des partenaires de formation de droit commun et d'établir des co-formations et du co-accompagnement, de la coopération, là pour du coup. Et ça ouvre d'autres perspectives dans la mesure où de toute façon les politiques publiques en place depuis quelque temps, ça a été rappelé grandement tout au long de la journée, invite à de toute façon faire en sorte que chaque personne, quelle que soit sa situation de handicap, puisse trouver une solution au sein du territoire, notamment en formation professionnelle, comme dans l'emploi accompagné qui a été évoqué, etc. Donc toutes les idées et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. On apporte la compétence de nos plateaux techniques. Les centres de formation de droit commun apportent leurs compétences également. Et d'une certaine manière, l'idée aboutie serait que les centres de formation ordinaires accueillent des personnes, quelles que soient les personnes, avec de la compensation amenée par le spécialisé, mais qui reste dans le milieu ordinaire. Alors Frédéric Paillet, pour que d'autres dans la salle puissent s'inspirer de cette expérience, alors même si ça va être généralisé partout très vite, quels sont les leviers pour que ça marche? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là-dessus, on lâche un peu prise, ou ok, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, on fait ce fameux pas de côté? C'est les leviers. Alors, donc, j'ai déjà parlé de deux leviers qui étaient donc à la fois l'impulsion politique régionale et aussi donc ce rapprochement, ce partenariat, cette coopération, puisque là on parle de véritable coopération. D'autres leviers qui sont à prendre en compte, et ça fait partie du défi, j'allais dire, c'est de pouvoir parler un même langage. Puisque, alors, il se trouve que Jacques Iblo et moi-même, dans une vie antérieure, avons travaillé sur du décloisonnement dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, moi côté droit commun et lui côté spécialisé. Donc nous l'avons déjà connu, ce défi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous souhaitons le relever donc dans le domaine de l'insertion professionnelle et des adultes en situation de handicap et parler le même langage. J'en discutais tout à l'heure avec un organisme de formation que je peux citer, un média formation qui est présent avec nous aujourd'hui. Dès lors où, je sais plus, je crois que c'est monsieur, non, c'est madame Gillot qui parlait de véritable responsabilité. Quand on va voir un organisme de formation professionnelle et qu'on parle d'accueillir une personne en situation de handicap sur un parcours de formation, la première question que peut se poser une équipe pédagogique de formation, c'est mince, quelle responsabilité je vais avoir? Quelle est cette responsabilité? Parce que mon boulot, mon job à moi, c'est de l'emmener
jusqu'à un développement de compétences, jusqu'à une qualification. Et si j'échouais avec cette personne parce que je ne sais pas faire. Donc, un des leviers, ça va être de vraiment parler le même langage. Jackie en parlait, c'est vraiment de trouver les moyens d'apporter à l'un et à l'autre. On est vraiment sur les 5 champs de coopération et de partenariat dont parlait Monsieur Eversol tout à l'heure. Et d'ailleurs, même, on retrouve la notion de subsidiarité aussi dans la mise en œuvre du dispositif. Merci à vous deux, messieurs. Allons voir ce qu'il se passe dans l'heure entre la maison départementale des personnes en situation de handicap et puis la mission locale d'Évreux, avec vous, Fabienne Provost et Serge Appelé. Les 16-25 ans, Serge Appelé, c'est un âge charnière. Et on l'a évoqué, cette transition de la jeunesse vers l'âge adulte, beaucoup de choses se jouent. Effectivement, c'est un projet, c'est une expérience qui a été mise en place par la maison départementale de travailleurs handicapés de l'Eure. C'est depuis 2006 qu'effectivement la MDPH avait constaté qu'il était indispensable, voire urgent, de mettre en place une cellule d'évaluation pour ce public spécifiques, qui sont les 16-25 ans. Et donc, de fil à aiguille, ils ont essayé de constituer une équipe pluridisciplinaire où, effectivement, on retrouvait dans cette équipe, jusqu'à présent, on retrouve dans cette équipe plusieurs spécialistes, des personnes qui sont plus ou moins en contact direct avec ce public. Donc, on a dans cette équipe pluridisciplinaire la MDPH, bien sûr. On a la mission locale, c'est notre spécificité, 16-25 ans. On a donc au fait le centre de ressources Aramis qui nous accompagne par rapport à tout ce qui est orientation. On a aussi donc au fait le GIP Alpha, l'ex-DASA, qui nous accompagne aussi par rapport aux jeunes qui sont dans un parcours donc au fait d'alternance. On a le CIO aussi qui participe à cette équipe pluridisciplinaire. C'est pour vous dire que c'est vraiment un public spécifique, d'où effectivement la nécessité de rassembler à un seul endroit des spécialistes qui sont en contact plus ou moins direct avec ce public. Alors Fabienne Provost, sur la mise en œuvre de cette action, on pourrait dire qu'il y a un travail de diagnostic, d'évaluation en 2 temps. C'est une des richesses du dispositif. Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, cette équipe, ce qui la caractérise aussi, c'est de recevoir directement les publics jeunes usagers. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans le temps. Donc c'est des équipes qui vont statuer sur finalement peu de dossiers. Donc Pascal Froger le rappelait tout à l'heure, on n'a pas forcément non plus extrêmement de moyens, de temps. Donc on doit impérativement optimiser ce temps qui est consacré à des situations qui se veulent complexes, ou en tout cas qui nécessitent vraiment la présence de tous ces professionnels dont parlait Monsieur Appelé à l'instant. Donc en fait, on a en amont de cette équipe une préévaluation, on l'appelle comme cela. On va dans cette équipe, alors où Serge Appelé est présent, mais c'est le seul qui va faire le lien finalement entre ce temps de préévaluation et l'équipe pluri en tant que telle. On va donc s'arrêter sur des dossiers très précis. Donc des premières demandes d'AH, par exemple, pour des publics 16-25, également pour des sortants d'établissements médico-sociaux, notamment d'IME. On doit y trouver également des sortants d'Ulysse. Je n'ai pas pris le soin de regarder les volumétries. On va également être saisi par certains partenaires qui veulent qu'on s'arrête sur des dossiers en particulier. Et donc là, cette mini-équipe de préévaluation va permettre vraiment d'évaluer, parce que c'est notre cœur de métier, Pascal le disait, vraiment d'évaluer au plus juste les besoins de l'usager. Et puis, pour certains, la décision va se prendre, ou en tout cas va être proposée à la CDA assez rapidement. Pour d'autres, on va devoir avoir besoin de compléments d'information. Et puis pour d'autres, on va se dire, non mais là, il faut vraiment qu'on rencontre ce jeune en équipe pour l'entendre sur son projet, comprendre son parcours, comprendre ce à quoi il aspire, etc. Mieux avoir une meilleure connaissance de son environnement. Et d'ailleurs, vous recevez le jeune et sa famille, je crois. Alors, c'est important. Tout à fait. Le jeune et sa famille, ou tout seul, voilà, et il va être entendu. Et au-delà de l'écoute et de comprendre ce dont il a besoin, ce qui est important aussi, c'est qu'il va ressortir de l'équipe. Il aura des noms, il aura des numéros de téléphone.
il saura qu'il y a quelque chose vraiment qui se dessine pour lui. Alors il reste acteur, hein. On se le disait avec Monsieur Appelé, la mission locale derrière ne va pas l'appeler, il doit rester acteur. Mais il repart pas sans rien. Et il sait que s'il doit se passer des choses pour lui, il faut qu'il se bouge un petit peu. Voilà, si je peux rajouter ça, c'est vraiment la spécificité de cette équipe pluridisciplinaire où effectivement on travaille en 2 temps. Il y a un premier temps, donc, en fait, un pré-analyse des dossiers où on est en équipe réduite. Et ensuite, les dossiers où nous, on pense qu'effectivement, à 3, on ne peut pas se fermer dans un bureau pour se décider. Donc, on apporte ces dossiers sur, donc, en fait, l'EP où, effectivement, on rencontre le panel, donc, des professionnels que je vous ai cités. Et là, en présence de la personne, on en discute. Et moi aussi, avant l'équipe pluridisciplinaire, je suis le seul, donc, dans mon département à solliciter mes collègues mission locale pour avoir des informations beaucoup plus fines par rapport à la demande du jeune. Et c'est à cette occasion-là que je peux transmettre les infos auprès des partenaires qui sont là pour bien analyser, en fait, la demande du jeune, quoi. Très bien. Alors, cette initiative, elle a déjà quelques années de recul, donc vous avez un regard distancié par rapport à ce que ça apporte en termes de bénéfices à la fois pour les jeunes et pour vous en tant que structure accompagnatrice. Les gains, ils sont où? Très important. Et rien que pour moi, en tant que professionnel, j'apprends beaucoup en contact avec les autres, le CIO, le centre Aramis, le DASA, on apprend. Mais pour le jeune aussi, c'est très bénéfique parce que très souvent, les jeunes sont en face de 4, 5 professionnels et on donne des choses. La plupart du temps, ils ne retiennent pas. Dès qu'ils sortent, ils oublient tout. Et donc là, le jeune repart avec une carte de visite où 2 fois, moi, en tant que mission locale, j'ai cette obligation de solliciter la mission locale où habite le jeune pour faire un retour de la commission en disant, voilà, on a reçu le jeune qui habite votre secteur. S'il est inscrit à la mission locale, voilà la préconisation. S'il n'a pas inscrit, on demande au jeune d'aller s'inscrire. Et moi, derrière, je contacte la mission locale pour vérifier si le jeune a été reçu par la mission locale. Et là aussi, derrière, je fais un retour auprès des collègues de la commission pour voir si vraiment le parcours suit. Vraiment, l'important, c'est d'éviter la rupture du parcours. C'est-à-dire, dès que je n'ai reçu en commission, on l'accompagne jusqu'à ce que le parcours soit... Il arrive souvent que 2 ans après, en commission, on réexamine les dossiers parce qu'on avait constaté qu'en fait, c'est un jeune qu'on a reçu et qu'au final, il n'y a pas de solution. Et donc, c'est ça, vraiment, éviter ces ruptures du parcours, d'où effectivement cette nécessité de travailler en partenariat, en coopération avec les autres partenaires. Alors, Fabienne Provost, est-ce que vous avez une visibilité sur justement cette continuité des parcours sur les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif en particulier? Non, notre système d'information ne nous permet pas de suivre, un peu comme la personne précédente sur les cohortes à l'éducation nationale. Non, on fait pas ce travail. Bon, c'est sans doute dommage d'ailleurs. Par contre, alors, Serge Appelé a parlé d'expérimentation depuis 2006, et je vous rassure, on a arrêté le mot expérimentation, on est bien dedans. On n'envisage pas d'arrêter l'équipe. Donc, elle perdure. On a clairement dans cette équipe ce qu'on attend d'une équipe pluridisciplinaire, c'est le mixage des différents regards. Même si la porte d'entrée d'ailleurs est celle de l'insertion professionnelle, ça va être l'occasion aussi, ne serait-ce que pour l'assistante sociale qui est présente à cette équipe, de pointer peut-être d'autres aspects du profil pour accompagner le jeune sur une problématique à côté de celle de l'insertion professionnelle. Très bien. Et donc, c'est vrai que votre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir plus communiquer sur ce dispositif et aussi recruter plus de référents dans les missions locales pour embrasser cette démarche. Oui, parce que Serge Appelé, je pense qu'il serait bien... je serais bien épaulé. S'il était plusieurs. Au niveau de l'heure, et qu'on a une commission tous les mois, on a une
présélection tous les mois. Et donc, je suis obligé de solliciter les 4 missions locales au niveau départemental pour avoir des informations sur les jeunes. Et ce n'est pas évident. Donc, si on était 2 ou 3 personnes à faire ça, je pense qu'en fait, on aura des résultats beaucoup plus intéressants. Très bien, merci beaucoup Serge Appelé et Fabienne Provost pour cette expérience. Alors tout à l'heure, on a parlé des entreprises, je disais mais elles sont où les entreprises? En disant ça, j'ai pensé à vous, mesdames, Eva Fichot et Marie Langlois, et j'espère que vous vous êtes dit, mais il y a les groupements d'employeurs, on est là aussi. Alors je vais commencer avec vous, Marie Langlois. Donc groupement d'employeurs, vous dédié à la propreté, sur les métiers de la propreté. 2 mots quand même pour rappeler ce qu'est un groupement d'employeurs, son fonctionnement. Alors, je pense que certains doivent connaître ce que c'est qu'un GEC. Aujourd'hui, un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sur un domaine, sur l'emploi, sur le handicap, par exemple. Nous sommes donc une structure qui compte un certain nombre d'entreprises. Pour nous, la propreté, on est une 60aine d'entreprises sur toute la Normandie. Petites structures, grandes structures, internationales. Et nous répondons à leurs besoins en recrutement via des parcours de formation complets et individualisés. Nous accompagnons des demandeurs d'emploi, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en reconversion professionnelle qui ont un projet professionnel de rentrer dans un domaine au travers d'une formation. L'objectif, c'est que sur le contrat qu'ils vont suivre, généralement entre 6 et 8 mois de parcours, ils sortent à la fin de ce contrat-là avec un diplôme reconnu par la branche, par le secteur et avec un emploi à la clé, avec l'entreprise, notamment de propreté pour ma part, avec laquelle ils ont travaillé, donc un emploi direct ou un emploi durable en fonction de ce que l'entreprise peut proposer. Alors vous, votre GEC sur GEC Propreté, Normandie, vous n'êtes pas dédié aux personnes en situation de handicap. Ça, on va en parler tout à l'heure avec Eva Fichot. Mais est-ce que justement vous avez des personnes qui sont en situation de handicap? Alors oui, on n'est pas fermé, parce que nous, notre objectif, c'est ce qui fait partie de notre nom aussi, c'est l'insertion. Nous accueillons tout type de profil. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je pense que pour beaucoup d'entreprises, privées ou publiques, nous rencontrons tous des difficultés pour recruter des personnes en situation de handicap. Les mentalités changent, et ça, on est content. Mais aujourd'hui, on a encore du mal à faire ancrer dans les mentalités de nos entreprises ces recrutements-là, c'est-à-dire de profils qui ont des compétences parfois exceptionnelles. On a le cas, par exemple, de profils, on a recruté une personne sourde et muette qui, au moment où on a présenté le CV, les entreprises nous ont fait des yeux. Qu'est-ce que vous faites ? Arrivé là, c'est une personne qui a fait 2 contrats chez nous, qui est sortie en emploi en CDI avec une des grandes entreprises, je ne vais pas la citer, mais avec une grande entreprise nationale, et qui aujourd'hui est en train de gravir les échelons doucement. Donc on se rend compte qu'avec, en effet, ce que nous pouvons mettre en place, mais avec les partenariats qu'on peut avoir en extérieur, on peut faire évoluer très facilement et très rapidement des profils qui, en effet, au départ, viennent nous dire « j'ai des difficultés, j'ai un handicap, je sais que je ne pourrais pas y arriver, pas la peine d'y aller ». Alors qu'en réalité, on sait qu'on est capable de les faire monter. Donc important de vous mettre dans les tours de table de ces pôles de compétences territoriaux qui sont en train de se mettre en place. Alors Eva Fichot, vous, votre GEC emploi et handicap, donc vous êtes concentré sur les travailleurs handicapés. Exactement. Donc en complémentarité de Marie, nous sommes multisectoriels et nous accompagnons les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On a démarré sur les Hauts-de-France, précisément sur l'île, parce qu'on a été créé par le Cap Emploi et Handicap Grand Lille. Ça a été une initiative de se dire, voilà, on va proposer aux employeurs de la région un service complémentaire à ce que nous, on peut faire Cap Emploi, et de permettre de dire que les personnes qui étaient accompagnées pouvaient continuer à monter en compétences pour occuper un emploi. Donc on a démarré sur les Hauts-de-France et on a 84 adhérents aujourd'hui de tout secteur d'activité, pareil de la TPE, PME au grand groupe. On travaille également avec les entreprises adaptées. Et l'idée, ils nous ont dit, voilà, ça se passe très bien sur les Hauts-de-France, on veut aller plus loin, donc qu'est-ce qu'on fait sur la Normandie ? Et on a une collaboratrice, donc Mandy Roger, qui est arrivée il y a maintenant 8 mois pour développer ce secteur-là.
Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'emploi accompagné, de formation accompagnée et de réouvrir le champ des possibles en termes de métiers et de diversification d'activités. J'ai l'impression que votre positionnement, il est à la croisée de ces chemins. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup reconnu notre structure dans toutes les paroles qui ont été évoquées aujourd'hui, puisque d'une part, on parlait de recrutement, on parlait d'études de poste, tout ça, on le fait avec l'entreprise quand elle nous confie leurs besoins en recrutement. On étudie tout ça ensemble. À partir de là, nous, on va proposer les profils et on a la chance d'avoir des adhérents qui aujourd'hui nous font confiance et acceptent de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on a mené, par exemple, des actions, on recrute sans CV. Donc voilà. L'idée était de dire on va juste rencontrer une personne qui a du potentiel, ce qu'elle a fait auparavant et le parcours qu'elle a eu, peu importe. Ouais. C'est des actions comme ça qu'on met en place. Ensuite, il y a toute la partie mise en place de formation. Donc on passe bien entendu par le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. On a aussi un dispositif qui est particulier et encore méconnu, qui est un contrat de professionnalisation sur mesure qui s'appelle Prodiat, où on vient accompagner l'entreprise justement à partir de sa fiche de poste. On va construire tout un référentiel métier. On va venir positionner le niveau du candidat au démarrage. On va évaluer l'écart en compétences qui est nécessaire pour occuper l'emploi et on va construire avec le futur salarié et l'entreprise tout un parcours de formation sur mesure. D'une part, l'entreprise, c'est elle qui va former le collaborateur, donc ça permet d'engager tous les collaborateurs dans la démarche. Et si l'entreprise nous dit, sur certaines compétences, nous, on n'est pas en capacité de le faire, on va passer par les centres de formation de droit commun pour nous accompagner. Tout ça est réalisé et déposé auprès de notre OPCA qui vient le certifier contrat de professionnalisation. On est sur des durées assez courtes, de 6 à 12 mois, donc on est sur vraiment de l'apprentissage du pratico-pratique. Et la personne, à la fin, obtient une certification de compétences qui est reconnue à la convention collective de l'entreprise qui l'accueille, ce qui est très valorisant. Et donc le gain pour les entreprises partenaires est clair, une sécurisation complète du processus de recrutement incluant la dimension formation avant d'intégrer pleinement la personne aux équipes. Tout à fait. Et tout au long du parcours, l'entreprise nous fait confiance et on vient l'accompagner aussi pendant cette période. On vient accompagner l'entreprise, aussi bien le tuteur qui va lui apprendre le métier que les collaborateurs du service aussi qui vont accueillir la personne. On met en place des formations au tutorat. Voilà, comment j'accompagne une personne en situation de handicap et en alternance. D'un autre côté, la personne, on va venir aussi l'accompagner pour que toutes les conditions soient réunies et favorables à son embauche. On va l'accompagner sur une problématique de logement, une problématique de transport. Donc on a aussi tout un volet d'accompagnement social. Si on ne sait pas faire, on s'appuie sur tous nos partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. Et ça fonctionne très très bien parce qu'aujourd'hui, on espère et on veut et on se motive pour. On approche un taux de retour à l'emploi qui est quasi de 75 voire 80%. D'accord. Post-parcours. Donc vraiment un outil à mobiliser. N'hésitez pas à aller rencontrer Eva et Marie juste après. Et dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'on retrouve bien les différentes dimensions de l'inclusion professionnelle qu'évoquait Serge Ebersold. Prendre part, faire partie, assumer des responsabilités et donc être reconnu dans ces différentes dimensions individuelles. Donc, complètement. Voilà, très bien. Merci à vous deux, Eva Fichot et Marie Langlois. Merci à vous 6. Je vais vous libérer. D'autres initiatives vont venir prendre vos places.